لهذا كتب أحمد الحسن كتابا ناقش فيه أهم النظريات العلمية المثبتة تجريبيا أو رياضيا ونظريا، نظرية التطور والجينة الأنانية. Il faut d'abord être clair au sujet du carbone 14, qui est une forme radioactive instable de l'élément carbone qui se trouve dans toute matière vivante. Un organisme vivant absorbe et rejette pendant sa vie du carbone, dont une petite partie est du carbone 14. À un moment donné, à la mort de cet organisme, le carbone 14 présent reste ce qu'il est à l'heure de la mort. C'est cette quantité qu'on peut détecter radioactivement. Un morceau de bois, par exemple, ou un os, contient une petite quantité de carbone 14. Depuis la mort de l'arbre et de l'animal qui contenait le bois ou l'os, la quantité de carbone 14 a diminué. Il faut des milliers d'années pour que cette désintégration ait lieu. Dans le cas du carbone 14, il faut 5760 ans pour que la moitié de la quantité présente à la mort de l'être vivant se désintègre en son isotope stable. En mesurant donc la quantité qui s'est désintégrée, on obtient une indication sur l'époque à laquelle cet organisme vivait. Comme les roches n'ont jamais été en vie, elles ne contiennent donc pas de carbone 14. Même les fossiles qu'on y trouve ne peuvent être datés par cette méthode, car leur matière vivante originelle est devenue pierre. Cela signifie-t-il qu'on ne peut pas dater les fossiles au moyen de radioisotopes? On ne peut sûrement pas se fier avec certitude au carbone 14. Comme vous le savez, on trouve presque tous les fossiles dans les roches sédimentaires. Ce type de roche contient rarement des éléments radioactifs. Aussi faut-il dater les fossiles par les strates dans lesquelles on les trouve. Or, nous savons à présent que des expériences très récentes montrent que les strates des roches ne donnent aucune indication sur l'âge. D'autres types de roches, telles que les cristallines, qui ne contiennent pas de fossiles, et la lave, renferment parfois des éléments radioactifs. On utilise ces isotopes pour les dater. Pourriez-vous expliquer simplement comment on date une roche avec un isotope radioactif? Oui, prenons un élément radioactif tel que l'uranium. Cet élément se désintègre très lentement en élément non radioactif, le plomb. On peut mesurer en laboratoire le taux de désintégration. En comparant donc ce qui reste d'uranium dans la roche avec la quantité de plomb formée par désintégration et en connaissant le taux de désintégration, on peut calculer le temps nécessaire à la formation du plomb. Si donc la moitié de l'uranium s'est désintégrée en plomb, en connaissant le temps nécessaire à l'uranium pour se transformer en plomb, on peut déterminer l'âge de la roche. C'est du moins la théorie. Pourquoi dites-vous théorie? Si c'est un procédé qu'on peut observer et mesurer, c'est donc un fait scientifique. Pas du tout. Regardez un peu ce diagramme. Vous voyez un certain nombre de particules d'uranium colorées en orange et quelques particules de plomb colorées en bleu. Ici, nous devons envisager trois hypothèses principales. La première, que toutes les particules de plomb étaient à l'origine des particules d'uranium. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y avait pas déjà quelques particules de plomb dans la roche à sa formation. Car il existe dans les roches beaucoup de plomb naturel qui ne provient pas de l'uranium. Vraiment? Oui, prenons le cas extrême inverse. Si à l'origine cette roche contenait de l'uranium radioactif et pas de plomb, alors le plomb qui apparaîtrait par désintégration de l'uranium permettrait une mesure assez exacte de l'âge de la roche. Mais il faut admettre un cas plus vraisemblable, c'est qu'il y avait un peu de plomb lors de la formation de la roche,
Aussi son âge est-il moindre que celui qu'on mesure. Il y a aussi le problème des fuites dues à la solubilité. Cela peut-il arriver? Bien sûr. Les sels d'uranium et d'autres éléments radioactifs sont parfaitement capables de se dissoudre dans l'eau et quittent donc l'échantillon. Si donc une roche a été immergée quelque temps, par exemple en période d'inondation, une partie de l'uranium peut avoir été entraînée. L'âge attribué à cette roche par les mesures serait donc plus grand qu'en réalité. Mais il existe sûrement d'autres éléments radioactifs plus fiables que l'uranium. Eh bien, il y a aussi d'autres éléments radioactifs tels que le thorium, le strontium et le rubidium, ainsi que le potassium. Mais on ne peut s'y fier davantage qu'à l'uranium. Les sels de ces éléments sont encore plus solubles que ceux de l'uranium. Une inondation affectant toute la Terre aurait donc pu fausser toutes ces méthodes? Absolument. Tenez, je vais vous donner un exemple de l'effet de l'eau sur la datation radioactive. Il y a moins de 200 ans a eu lieu l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï. Un morceau de lave de cette éruption, qui avait séjourné dans l'eau, a été daté récemment par la méthode du potassium-argone. On aurait dû obtenir une datation d'environ 200 ans. Or, on trouva 22 millions d'années. À coup sûr, des sels de potassium, qui sont hautement solubles dans l'eau, se sont échappés de l'échantillon, lui donnant un aspect très âgé. On attribua à d'autres fragments de lave provenant du volcan Hualalai et formés en 1801, des âges variant entre 160 et 3000 millions d'années. La situation va donc de mal en pis. Il y a encore un autre présupposé dans la datation radiométrique. C'est que le taux de désintégration serait resté constant et n'aurait jamais varié dans le passé. Pourtant, beaucoup de facteurs ont dû l'influencer. Ainsi, la production de neutrinos par le rayonnement cosmique a pu être augmentée à la suite d'un renversement du champ magnétique terrestre ou de l'explosion d'une supernova. La science a déclaré que ces événements ont eu lieu dans le passé. Ils ont pu avoir un effet certain sur le taux de désintégration radioactive.